Alors, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à ce webinaire de ce mardi 25 avril 2023. Alors, aujourd'hui, Monsieur Noël va tenter de mettre en lumière, comme c'est indiqué là sur notre calendrier de formation, Monsieur Noël va tenter de mettre en lumière les éléments essentiels que tout investisseur doit prendre en considération pour avoir du succès dans l'implantation de ses stratégies de négociation d'options. Donc, on va découvrir, entre autres, l'importance d'avoir un plan et d'avoir une approche probabiliste face à l'investissement. Et finalement, M. Noël va vous faire découvrir les bienfaits de la diversification stratégique. Alors, je vous présente M. Noël. M. Noël a obtenu une maîtrise en services financiers de l'UQAM en 2003. Et la même année, il a reçu le brevet de l'Institut des banquiers canadiens et la médaille d'argent pour ses efforts remarquables dans le cadre du programme de formation bancaire professionnelle. Alors, M. Noël a commencé sa carrière dans le domaine des instruments dérivés en 1983 à titre de mainteneur de marché sur options sur le parquet de la Bourse de Montréal pour le compte de diverses firmes de courtage. Il a également occupé le poste de spécialiste sur options et par la suite de négociateur indépendant. Alors, en 96, M. Noël est entré au service de la Bourse de Montréal à titre de responsable du marché des options où il a contribué au développement du marché canadien des options. En 2001, il a participé à la création de l'Institut des dérivés de la Bourse de Montréal où il a œuvré à titre de conseiller pédagogique. Donc, depuis 2005, M. Noël est chargé du cours à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, où il donne un cours sur les instruments dérivés au premier et au deuxième cycle. Depuis mai 2009, il est aussi président à temps plein de la Corporation financière Monetis, une société active dans la négociation professionnelle et en communication financière. M. Noël agit comme collaborateur régulier en matière d'options pour plusieurs institutions financières. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et vous y aurez accès dans le fil d'actualité, comme à l'habitude, sur notre site internet disnat.com. Une fois connecté, vous allez mettre votre mot de passe et vous allez dans le fil d'actualité pour revoir le webinaire. Alors, pour ce qui est des questions, commentaires, vous devez nous écrire dans le chat ou le clavardage en français. Et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Il y aura une période de questions aussi à la fin de la présentation. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Martin Noël. Alors, merci beaucoup. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Mais bien sûr, avant de commencer, notre petit avis de non-responsabilité. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait est à titre de formation et d'information. Et rien ne serait être interprété comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toute valeur mobilière. Vous est fortement recommandé de consulter vos conseillers fiscaux et financiers avant de faire toute transaction sur les valeurs mobilières. Donc, dans le cadre, ce webinaire fait partie de la série sur la négociation des options. Nous avons déjà couvert donc l'introduction, c'est-à-dire les concepts fondamentaux liés aux options dans le webinaire du 11 avril dernier. Aujourd'hui, nous allons aborder les principes de base. Donc, donc le 9 mai prochain, nous apprendrons, nous verrons comment il est important et pourquoi il est important d'identifier l'état du marché dans lequel on se trouve. Donc, aujourd'hui, la négociation, les principes de base. Donc, on a vu les concepts fondamentaux sur les options. Et maintenant, eh bien, c'est pas suffisant de bien connaître les options. En fait, ici, c'est une amorce pour ceux qui commencent les options. Bien entendu, vous ne connaissez pas tout sur les options, mais vous en savez suffisamment pour avoir développé un intérêt pour aller un peu plus loin. Sachez que les connaissances sur les options, c'est un des aspects, puisque les options, ce sont des outils. Des outils qui nous permettent de mettre en pratique, de réaliser des stratégies. Et pour ça, la stratégie, elle est indépendante du fait qu'on utilise des options ou qu'on fasse seulement des transactions sur les actions. À ce moment-là, ça nous prend un plan global de négociation. Donc, c'est pas suffisant de savoir les options ou juste de connaître comment acheter des actions. Mais pour atteindre un objectif, ça nous prend un plan.
Donc, nous allons voir les principes de base, nous allons voir comment le plan il est structuré, comment exécuter le plan, et ce qui est bien entendu le principe de base du site lesoptions.com, c'est de développer une approche diversifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule stratégie, une seule façon d'atteindre ses objectifs, et je parle ici de la diversification stratégique. Commençons tout d'abord par les principes de base. Donc, à la base, pour partir du bon pied, c'est ce qu'on cherche. Comment on va faire pour partir de la bonne manière? Eh bien, on va partir de ce qu'on connaît déjà. Donc, peu importe dans quel domaine on va commencer, on a toujours une base sur laquelle on peut s'appuyer. Et dans le cas de l'investissement, eh bien, vous connaissez déjà, vous avez déjà fait des analyses sur des titres, choisi des titres. Eh bien, on va s'appuyer sur ce que vous connaissez déjà ou sur ce qu'on connaît déjà. Et donc, on a développé une approche. Cette approche-là, elle peut être excellente ou moins bonne, peu importe. Il y a toujours place à amélioration. Donc, pour avoir du succès, eh bien, il faut tout d'abord, je vous dirais, avoir certains critères de base et des critères qu'on va pouvoir modifier tout au long de je vous dirais, notre aventure dans le monde de l'investissement. Donc, si on ne se connaît pas, hein, donc c'est important de bien se connaître au niveau psychologique. Il faut apprendre, il faut savoir quel genre de personne on est face au risque. Certains sont insouciants, d'autres sont trop craintifs, ce qui les empêche de prendre des risques. Eh bien, il va falloir que notre plan s'arrime avec notre façon d'être. Être en santé, ben c'est important aussi. Parce que, en fait, si on n'est pas en bonne forme physique, par exemple, si on est malade, on sait que dans ces moments-là, ça peut affecter notre façon d'analyser les choses et de prendre nos décisions. Donc, il est important de bien se connaître, d'avoir une santé relativement bonne, bien entendu. Ensuite, de connaître les rudiments du métier. Qu'est-ce que c'est de connaître les rudiments du métier? Bien, si j'utilise des options, bien, il faut que je connaisse c'est quoi une option. Si j'utilise l'analyse technique pour prendre des décisions, bien, il faut que je puisse au moins connaître les concepts de base. Par la suite, si je veux utiliser un logiciel, bien, il faut que je le connaisse. Donc, tout ça fait en sorte que on doit apporter une attention particulière sur tous ces petits aspects-là. Si on en néglige un, eh bien, ça veut dire que la chaîne va être brisée, rendue au bout lorsqu'on va prendre notre décision, qu'on va vouloir exécuter notre décision. Donc, ensuite, avoir un plan. Avoir un plan, c'est pas tout. Il faut avoir la discipline de le mettre en place et de le suivre. Donc, suivre le plan et par la suite, de pouvoir améliorer ce plan-là. Donc, il va être important de faire une évaluation de son style de négociation et ensuite actuel et aussi par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc, ce sera notre point de départ. On va partir de ce qu'on connaît de soi-même, donc se connaître comme personne et être à son maximum mentalement et physiquement. C'est un avantage, bien entendu. Connaître les rudiments du métier et ensuite, si on veut partir du bon pied, bien, ce sont les éléments qu'on devra utiliser. Donc, ça peut paraître trivial de parler, de se connaître, d'être en santé et tout ça, mais parfois, notre jugement peut être altéré et on se pose la question, pourquoi? Pourquoi j'ai pris la mauvaise décision? Ah, c'est vrai, c'est parce que je suis quelqu'un qui est trop gambler, j'aime ça jouer. Et ça, je peux vous dire une chose, c'est que moi, quand j'ai commencé, étant plus jeune, j'aimais beaucoup le risque et j'en ai pris beaucoup. Et je me suis rendu compte que si je me laissais aller, je pouvais prendre de plus en plus de risques. Ah, donc, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'encadre cette énergie. Donc, l'énergie que j'avais, je l'ai encadrée dans un plan. Le plan faisant en sorte que quand je voulais prendre trop de risques, eh bien, j'avais des paramètres qui me disaient, Martin, arrête, t'es rendu trop loin.
ça ne correspond pas au rendement que tu pourrais espérer. Là, tu prends trop de risques par rapport à ce que tu pourrais aller chercher. Donc, des fois, on veut plus avoir raison que de faire de l'argent. Et c'est là que le plan va nous ramener dans le droit chemin. Donc, se connaître. On est notre pire ennemi. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se connaître. Apprendre à perdre. C'est un des aspects les plus importants lorsqu'on investit. Pas parce qu'on veut perdre, c'est apprendre à perdre. Les pertes font partie de l'équation. Est-ce qu'on a tendance à paniquer quand on subit des pertes? Ça aussi, on doit le savoir. Donc, moi, la première chose que j'ai dû apprendre sur le parquet, c'est justement d'apprendre à perdre et de prendre mon temps aussi. C'est extrêmement important. Donc, quel est mon degré de tolérance au risque? Est-ce qu'on est du type tout ou rien? Est-ce qu'on est joueur? Ça, il faut le savoir. Et par la suite, on va pouvoir encadrer tout ça. Donc, être en santé mentale, physique, extrêmement important. Donc, on sait que lorsqu'on n'est pas bien physiquement, ça peut altérer notre jugement. Le plan peut venir compenser justement une faiblesse qu'on aura au niveau de ce que je viens de parler, au niveau on est très gambler, on est joueur, le plan va venir pondérer tout ça. On est en mauvaise santé, le plan est là, donc j'ai pas besoin au moment où je suis dans un point de faiblesse, eh bien, j'ai pas à prendre une décision puisque la décision a déjà été prise. Elle fait partie du plan. Donc, est-ce qu'on a des idées claires, est-ce qu'on a des problèmes personnels? Tout ça va venir faire en sorte que le plan va venir pouvoir pallier à tous ces éléments qui pourraient être négatifs face à notre investissement. Donc, ce sont des aspects pour lesquels on pourrait passer du temps, des semaines même. Mon collègue Michel Villa en parle abondamment dans tout ce qui est la psychologie de l'investissement, de l'investisseur. C'est extrêmement important. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Michel, je vous encourage à le suivre. Donc, maintenant, on va aller de l'avant. On veut se lancer dans la négociation. C'est quelque chose qui est fascinant. Et on a souvent une idée préconçue, une idée du trading que c'est facile, on se la coule douce sur le bord de la piscine. Donc, mais ça dépend du trading, du type de trading qu'on veut faire. Si je veux faire du trading à long terme, ben, il est possible que je puisse le faire sur le bord de la piscine parce que je veux faire de l'investissement, je vais lire tranquillement mes rapports financiers. Mais si je veux faire du trading, du day trading, je peux pas faire ça sur le bord de la piscine. C'est pas vrai. Ceux qui vont vous montrer, je fais du day trading, puis je suis je suis à côté de ma piscine, ils font pas ça dans le côté de la piscine. Ils ont à peu près 18 écrans en avant d'eux autres. Ils sont dans leur sous-sol ou dans leur bureau on passe notre journée devant nos écrans. Si c'est ce type de trading que vous voulez faire, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir quel genre de trading on veut faire. Et ensuite, on va adapter notre plan. Donc, vous voyez, c'est pas seulement de dire je veux faire de l'argent, c'est comment et quel genre de stratégie d'option je veux faire. Qu'est-ce que je veux atteindre? Donc, est-ce que je veux faire de la spéculation? Est-ce que je veux plutôt suivre, développer des stratégies qui vont me permettre de suivre l'évolution du marché? Et tout ça, il faut le savoir au préalable. Donc, il faut pas oublier que le trading, c'est un tournoi ouvert à tous. C'est un peu comme si on avait un tournoi de golf ouvert à tous. Donc, n'importe qui pourrait s'inscrire. On arrive et puis on s'imagine que, tiens, moi, je suis bon golfeur, mais dans le monde, il y en a des bons golfeurs aussi. Et quand on arrive face à des professionnels, bien, c'est là qu'on se rend compte que notre journée de golf qu'on a fait la semaine d'avant, eh bien, on avait très bien réussi, eh bien, les professionnels réussissent ça, eux, à chaque fois qu'ils touchent à un bâton. Donc, quand on entre dans le trading, dans l'investissement, c'est une compétition face à tout le monde. Sauf que, est-ce que c'est une compétition souvent face à soi-même? Parce que, face à un tournoi de golf, il suffit. C'est facile à dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail qui va être fait pour perfectionner sa technique. Et on peut prédire à ce moment-là, quand je vais frapper la balle jusqu'à un certain point, où elle va tomber. Et un professionnel peut faire ça. Dans le monde de l'investissement,
c'est pas comme ça que ça marche. J'ai beau me pratiquer, je pourrais jamais prédire avec certitude que quand je vais acheter mon titre, ce qu'il fera dans la prochaine minute, dans la prochaine semaine ou dans le prochain mois. Donc, ça veut dire qu'il faut établir des bases, des paramètres qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir gérer le risque. C'est-à-dire que je mets les chances de mon côté. Quand j'ai choisi les critères, j'ai décidé d'acheter ce titre-là, j'ai plus de chances de faire un profit que de faire une perte. Mais pour ça, il va falloir que quand la perte va arriver, eh bien que je la prenne. Et donc que dans mon plan, ça soit très clair que oui, je suis prêt à prendre cette perte-là, mais en fonction d'un profit que je veux obtenir. Et c'est là que tout notre plan va se mettre en place. Et ça, bien, on n'est pas différent des pros parce que les pros ne peuvent pas non plus prédire ce que le titre va faire. Donc, ça veut dire que on est en mesure, nous aussi, de peaufiner notre façon de faire, notre démarche face à l'investissement et de ne pas y aller seulement en faisant un pile ou face. Donc, il va être important de pouvoir bien persévérer. Hein? Donc, une fois qu'on a mis en place notre plan, et ça, c'est difficile parce que quand on commence à avoir des échecs, lorsqu'on met en place notre plan, là, on perd confiance. Et c'est pour ça qu'il faudra tester au moins sur une période de temps. Les techniques qu'on veut mettre en place, il faut déjà les avoir au moins testées. Si on ne les a pas testées de manière théorique, là, à l'aide d'algorithmes ou en ayant de façon historique recours à une base de données, ça, on ne peut pas faire ça. Mais à ce moment-là, ce qui va être important, et c'est pour ça que ça sera de faire des transactions fictives. C'est-à-dire de dire, tiens, maintenant, je vais agir comme si je prenais de vraies positions et je vais tester mes stratégies pour voir si ça me convient. Donc, il y a toutes sortes d'éléments dans le cadre du programme de formation du site lesoptions.com. J'utilise le simulateur de la Bourse de Montréal pour qu'on puisse voir de manière, je vous dirais, c'est pas 100% comme si on était en mode réel, mais je vous dirais que ça se ressemble beaucoup. En fait, je vous dirais que même c'est mieux qu'un mode réel parce que les conditions d'exécution liées à la plateforme du simulateur sont pires que celles lorsqu'on fait une exécution. Les prix qu'on va obtenir sont pires que ceux qu'on pourrait obtenir sur une exécution du marché, puisqu'on a certaines contraintes dans le simulateur. Et ça, moi, j'aime beaucoup ça parce que ça veut dire que quand tu te pratiques avec ce qui est pire, ça veut dire que tu peux faire mieux. Donc, au moins, le résultat que tu vas voir, tu te dis, en réel, j'ai une chance de faire mieux. Donc, c'est important, au niveau de la persévérance, là, je vous dirais au niveau du marché de ce que c'est que d'être un négociateur, c'est quelqu'un qui est persévérant, mais qui est prêt à ajuster en fait, on ne lâchera pas de la stratégie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter des ajustements. Donc ici, vous avez une photo de Michael Jordan. On a bien beau avoir du talent, mais Michael Jordan, il n'y avait pas seulement du talent, c'était un travailleur. Et travailler, c'est essentiel. Donc, toujours essayer. On peut pas juste, comme l'exemple que je vous disais, se la couler le dos sur le bord de la piscine, là. Bien, ça, c'est un mythe. Les plus grands négociateurs, les plus grands investisseurs, qu'on parle de Warren Buffett, tout ça, ce sont des gens qui passent leur journée à penser à ça. Peut-être que c'est pas ça qu'on veut faire. Ah, c'est parfait. Donc, on veut trouver une façon qui nous permet de concilier, justement, le temps qu'on passe à l'investissement et le temps, les loisirs qu'on peut utiliser. Eh bien, à ce moment-là, c'est parfait. On l'intègre dans notre plan. Je veux consacrer tant de temps, mais tout ça, il faut en avoir conscience. Pas laisser place à l'improvisation. Connaître les rudiments du métier, bien sûr, c'est connaître les produits qu'on va négocier. Donc, je fais des options, il faut que je connaisse ça. Je fais des actions, bien, souvent, il y a des investisseurs qui se décident d'investir dans les actions, puis ils ne connaissent pas tout à fait les bases. Ils savent que je vais acheter je paye un prix, puis j'essaie de le revendre plus cher. Bien, est-ce que c'est suffisant? Donc, il faut se poser la question. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'en connais assez? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je connais les risques? Est-ce que je connais, en fait, sur quoi je me base pour acheter telle ou telle action? Donc, quel sera le prochain
le prochain dividende et à quelle date sera-t-il versé? Quand seront publiés les résultats financiers de l'entreprise? Donc, ce sont tous des petits détails qu'on doit quand même savoir. Je fais des options. Quelle est la prochaine date d'expiration de mes options? Bien sûr, c'est important parce que lorsqu'on arrive près de la date d'échéance, eh bien, on a des décisions à prendre. Est-ce que je revends mon option? Est-ce que j'exerce? Tout ça, ça fait partie des rudiments du métier. Donc, on doit connaître tous ces risques-là. L'analyse technique, donc connaître les outils qui vont nous permettre de prendre de bonnes décisions. Est-ce que quand on investit, quand on utilise l'analyse technique, on a raison à 100%? Bien non, bien sûr que non. Mais ce sont des outils qui viennent nous aider dans notre processus décisionnel. Est-ce qu'on doit seulement faire de l'analyse technique? Est-ce qu'on doit seulement faire de l'analyse fondamentale? Eh bien, sachez que l'analyse fondamentale peut nous donner un aperçu de la qualité du titre dans lequel on veut investir. C'est parfait. Donc, on peut se servir de l'analyse fondamentale. Mais si on est des Warren Buffett, écoutez, on a cette capacité d'analyser le fondamental d'une entreprise, eh bien, à ce moment-là, l'analyse technique, on n'a pratiquement plus besoin. Mais est-ce qu'on est à ce niveau-là? Il faut se poser la question, mais c'est pas facile de devenir un Warren Buffett, vous savez. Donc, c'était facile, tout le monde le ferait. Mais il y a certains grands investisseurs qui se sont inspirés de Warren Buffett, qui réussissent très bien. Donc, c'est une approche à développer. Mais l'analyse fondamentale, à tout le moins, au départ, c'est de choisir des titres qui répondent à certains critères de qualité. Moi, quand j'étais sur le parquet, bien, je voulais rien savoir de l'analyse fondamentale parce qu'on m'avait assigné 5 titres. Martin, tu deviens un spécialiste sur ces 5 titres-là. Puis, indépendamment de que le titre soit bon ou pas bon, je devais prendre des positions sur ces titres-là. À ce moment-là, ce qui m'intéressait, moi, à partir de là, c'était de développer le timing, le synchronisme. Donc, l'analyse technique me permettait de définir des zones d'achat et des zones de vente sur lesquelles je pouvais me concentrer. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est plutôt passer à travers un filtre des titres et faire ressortir ceux qui répondent à mes critères. Par la suite, bien, une fois que j'ai cette liste-là, je vais prendre l'analyse technique qui va me permettre d'entrer au moment opportun dans ces titres-là. Donc, on va combiner l'analyse fondamentale, l'analyse technique. En fait, je vais utiliser tous les outils qui vont me permettre de prendre de meilleures décisions. Ensuite, bien sûr, il faut connaître les plateformes, la technologie qui nous est mise à notre disposition. Donc, toutes les plateformes de négociation, les logiciels d'analyse et de gestion des positions. Ce sont des outils également qui vont venir nous aider. Maintenant, passons au plan. Le plan, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que on peut s'en aller faire un voyage, ce qu'on appelle en nowhere. Il n'y a pas de problème. On va découvrir au fur et à mesure des endroits perdus qu'on n'aurait pas peut-être pas découvert si on avait fait un plan, on ne serait pas rendu à cet endroit-là. Ça peut être intéressant si on a du temps devant nous et tout ça. Mais dans le monde de l'investissement, ou si on veut atteindre un objectif bien précis, eh bien, par exemple, si on parle d'une bataille dans une guerre quelconque, eh bien, on s'en va pas en nowhere. On s'en va à un endroit, on développe un plan. C'est la même chose si on veut construire une maison, on peut le faire comme nos ancêtres. On n'a pas de plan, mais on construit, puis éventuellement on s'aperçoit, le plancher est un peu croche, ainsi de suite. Donc, quand on fait un plan, on s'assure quand même de pouvoir évaluer avant de construire si ça se tient debout. Donc, le plan, c'est le nerf de la guerre. Pour l'investissement, c'est pareil. Il y a 3 points essentiels dans le plan. Il y a la prise de décision, il y a l'analyse, qui est la prise de décision. Ensuite, il y a la gestion du capital et il y a la gestion du risque. Ces 3 éléments-là sont essentiels. Si on en possède qu'un, nos chances de survie diminuent. Ils ne sont pas nuls, mais ils vont diminuer. Il faut comprendre, il faut tenir compte de ces 3 points-là. Donc, quand on parle de l'analyse, la prise de décision, c'est de savoir quand acheter, quand vendre. Et souvent, acheter,
c'est la partie la plus facile pour les investisseurs. Mais quand est-ce vendre? Souvent, on a tendance à vouloir vendre trop rapidement, prendre nos profits. Puis quand on a des pertes, d'un coup, on devient immobile, on fige, puis on laisse courir les pertes, alors que c'est le contraire qu'on devrait faire. Donc, c'est la prise de décision, cette prise de décision-là, comment on va la faire? Il faut une méthode pour prendre nos décisions. On a beau savoir, par exemple, que le hasard réussit à battre la moyenne des gestionnaires de portefeuille, mais ça ne justifie pas le fait que la personne qui pourrait se justifier de prendre ses décisions en pile ou face, n'est-ce pas? Ça veut dire que on va développer une approche qu'on va pouvoir ensuite corriger. Donc, si on n'a pas de méthode, ou si on a une mauvaise méthode, bien, est-ce que ça vaut la peine de faire un investissement, de poursuivre des objectifs d'investissement? Bien, sachez que même si on a une mauvaise méthode, il est préférable d'avoir une mauvaise méthode que pas de méthode du tout. Donc, déjà en partant, parce que la méthode, elle peut toujours s'améliorer. Donc, on part avec peu de choses, puis on construit tranquillement. Ensuite, ce qui est extrêmement important, c'est que la méthode, elle appartient au négociateur. Peu importe la décision qu'on va prendre dans l'investissement, et souvent, puis je l'ai déjà fait, et je le fais encore. J'ai mes mentors, moi aussi, là, donc je suis pas différent des autres. J'ai des personnes que je suis sur Internet et de différentes façons, sur lesquelles j'aime m'inspirer. Mais à la fin, c'est jamais, par exemple, l'analyste qui a publié une lettre financière qui en est responsable. Et ça va être extrêmement important de s'approprier la décision. Si on s'abonne à une lettre financière et que dans la lettre financière, notre analyste nous dit, vous savez, je pense que le marché va faire telle chose, hein, et que là, nous, on dit, ben tiens, je vais investir, ben c'est pas de la faute à l'investisseur si ça fonctionne pas. C'est pas la faute à l'analyste, ça va être notre faute à nous. Parce que, au préalable, il faut savoir sur quelle base l'analyste prend sa décision ou fait son analyse. Et en fonction de ça, bien, comment le risque va être géré? Si on ne sait pas de quelle façon l'analyste gère ce risque par rapport à sa prise de décision, et si on ne sait pas quand est-ce qu'il va changer d'idée, bien là, c'est sûr et certain que là, on est un peu dans les lignes. Donc, ça veut dire qu'on va aller s'inspirer des autres pour développer une approche qui va être personnelle et à la suite des différents inputs qu'on va aller chercher de l'externe, bien sûr, on va intégrer ça dans notre plan et là, on va dire, OK, tel analyste a dit telle chose et en fonction de son analyse, ça va avoir un certain poids dans ma prise de décision. Je vais me fier sur quelqu'un d'autre aussi, sur un outil, sur différents indicateurs et tout ça ensemble fait que maintenant, ça me dit que je devrais investir. Et par la suite, vous allez on fait un monitoring de ça. L'investisseur a changé, l'analyste a changé son opinion. Tel autre indicateur se maintient. Tel autre diminue. Ça fait maintenant que, en effet, je devrais maintenant réduire ma position. Eh bien, c'est une décision qu'on va avoir prise parce qu'on va l'avoir intégrée dans un plan et ça, c'est extrêmement important. Donc, moi, j'ai appris ça très rapidement sur le parquet que ma décision, ça m'appartenait. J'avais beau parler avec tous les traders sur le parquet, et on aimait beaucoup échanger. Moi, je disais, oui, moi, je suis très bullish, très haussier sur le marché, très optimiste. Quelqu'un d'autre me disait, je suis très négatif. Et là, je regardais, il me donnait son opinion, je regarde. C'est vrai, il a raison. Il me semble qu'il faudrait faire attention. Je vends de mes positions, par exemple, parce qu'il m'a convaincu. Le marché continue à monter. Ben, je m'en vais pas voir le trader en question pour lui dire, hey, tu t'es trompé. Non. Ça se fait pas. Donc, ce qu'on fait, c'est d'arriver à intégrer tous les éléments et la décision finale nous appartient. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important.
Et donc, quand puis c'est la même chose, là, c'est pour ceux qui vont suivre le programme de formation, je vous montre une approche. Cette approche-là, c'est mon approche. Ce sont des principes, et ces principes-là, vous allez les intégrer dans votre processus directionnel. Maintenant, la gestion du capital. Pourquoi c'est important? Bien, parce que si je mets 100% de mon capital dans une seule position, même si j'avais 1% de chance de perdre, une chance sur 1000 de perdre, si éventuellement je remets toujours en jeu 100% de mon capital dans une seule stratégie, c'est sûr et certain que je vais finir par perdre 100% de mon capital. Ça s'appelle le risque de ruine. Le risque de ruine, c'est le fait que, par exemple, si on n'avait qu'une seule façon de mourir sur la planète Terre, c'était d'être frappé par la foudre, eh bien, on vivrait très vieux, mais à la fin, on finirait tous par mourir par un coup de foudre. Donc, on se ferait frapper par la foudre, on finirait tous par mourir, même si les chances sont très faibles. Il en va de même pour tous les risques qu'on va prendre dans l'investissement. Le risque de ruine, il faut l'éviter. Ça veut dire qu'on va mettre du capital, mais on va répartir ce capital-là sur plusieurs positions, donc sur plusieurs stratégies, etc. La gestion du risque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ici, je vous présente Paul Tudor Jones. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des plus grands traders aux États-Unis que moi, en fait, j'ai appris à le connaître dans les années 80 lors du crack de 1987. Il a réussi à bien se positionner pour en tirer avantage. C'est quelqu'un qui est devenu milliardaire par la gestion de ses positions sur les contrats à terme, sur les futurs, de manière globale, là, donc dans tous les secteurs mondiaux, que ce soit dans le pétrole, dans l'or, dans les taux d'intérêt, sur les actions, les indices et tout ça. Donc, mais son motto à lui, c'est « Mon attention est toujours portée sur la perte potentielle et non sur le gain potentiel. Ne visez pas à faire de l'argent, mais concentrez-vous plutôt à ne pas en perdre. » C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est encore avoir du capital pour pouvoir poursuivre. Donc, sur le parquet, on avait un dicton qui disait « Faut être là le lendemain. Arrange-toi pour être là demain. Tu vas toujours avoir une chance. » Et ça, c'est la base. L'argent, c'est notre outil dans l'investissement. Eh bien, il faut pas se placer, se mettre en position pour tout perdre. Extrêmement important. Donc, il faut limiter ses pertes éventuellement. Et là, je parle pas d'investissement à la Warren Buffett. Warren Buffett, son risque, il est géré par la qualité des titres dans lesquels il investit. Nous, quand on prend des positions, on n'a pas cette même capacité d'analyse notre horizon était peut-être un peu plus court. À ce moment-là, extrêmement important de bien gérer ses pertes. Donc, ça veut dire que prendre un risque en fonction d'un objectif. Donc, habituellement, on parle de 2 pour 1, de 3 pour 1. C'est-à-dire que si je vise un objectif de rendement de 25 %, eh bien, ma perte maximale, ça sera 8 % par exemple, et ainsi de suite. Donc, on s'arrange toujours pour aller chercher un objectif 3 pour 1. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours faire du 25 % à chaque fois qu'on va perdre 8 %, mais c'est un objectif et donc ici, il est en lien avec le risque qu'on va prendre. Donc, il est inutile de prendre c'est de viser des gains de 5 % contre des pertes de 15 %. Ça ne marchera pas. Ensuite, gestion du risque, c'est là que apprendre à perdre prend tout son sens. Et ce qui va être important, c'est surtout combien on va perdre. Donc, oui, on veut éviter de perdre, mais ce qu'on va, le mieux qu'on puisse faire, c'est de réduire les pertes. Donc, gérer le risque, c'est inévitablement apprendre à perdre. Ça fait partie de l'équation. Et il va être important de comprendre ici qu'on doit avoir la discipline de prendre ses pertes sans discussion lorsque le moment est venu. Ça, c'est l'erreur que trop souvent, on va faire une perte de 8 % qui se transforme en 15, en 20, en 25, en 30. Par la suite, pour récupérer ces pertes-là, ça devient pratiquement impossible.
Donc, il faut laisser courir les profits et non les pertes. Et trop souvent, on fait l'inverse. On laisse courir les pertes, puis on prend nos profits rapidement. Donc, c'est pas la bonne façon sur le long terme de générer des rendements. Donc, avoir un plan, c'est essentiel pour pouvoir parer les coûts sans avoir à improviser. Ça, je l'ai mentionné. On ne doit pas improviser dans l'investissement. Il faut avoir un cadre qui va faire en sorte que on va rester à l'intérieur d'une certaine fourchette. Bien sûr, on peut avoir une certaine marge de manœuvre à l'intérieur du plan si on l'a prévu. Si on l'a pas prévu, il est mieux de suivre son plan à ce moment-là. Donc, les meilleurs négociateurs utilisent un plan. Fait qu'imaginez quand on commence, à quel point le plan il est important aussi. Ce qui va être difficile ensuite, c'est de l'appliquer. Donc, le plan va nous servir à prédéterminer. Plus on va être précis, plus ça va être facile de prendre nos décisions et de le suivre. Donc, je vais entrer, lorsque tel événement qui va arriver, je vais faire ça. Tel autre événement, je vais faire telle autre chose. Quand j'ai un profit, j'atteins un certain niveau, parfait, je vais ensuite prendre une part de profit, je vais l'avoir déjà prévu. Et à ce moment-là, bien, on va pouvoir répliquer ce plan-là, on pourra même le tester historiquement, puisqu'on aura déjà des critères bien prédéfinis et on pourra aller valider si ces critères-là fonctionnent dans des contextes qu'on aura testés au préalable. Donc, ça nous prend dans le plan, bien entendu, va nous permettre de ne pas paniquer lorsque la situation va se corser et, bien entendu, ça va arriver. Donc, quand on va tomber dans des périodes où ça va moins bien, eh bien, le plan est là pour nous assurer. On va devenir très émotif pour certains qui vont s'en souvenir du flash crash, hein? Donc, de mai, je pense que c'est 2010, si je me souviens bien. On est devant notre écran et bien, il y a personne. Moi, mon plan, j'avais un plan, puis personne j'avais pas pu prévoir que le marché pouvait planter de 10% en 20 minutes. Bien à ce moment-là, c'est sûr que là, mon expérience a fait en sorte que j'ai été en mesure de réagir, de rééquilibrer mes positions. J'avais des puts de protection sur certaines positions. J'en ai profité. Je me suis dit, écoute, ça, c'est 10% en 20 minutes. Si je vends ces puts-là, les puts maintenant sont rendus, ils coûtent tellement cher que là, ça me protège contre 30% de baisse par la suite. Ce que j'ai fait, j'ai dit, ben écoute, je vais vendre ces puts-là. Donc là, j'avais plus de protection, mais au prix je les vendais, j'avais une protection financière maintenant de 30% de baisse. Donc, c'est mon expérience qui a fait en sorte que j'ai été en mesure de gérer ma position. Mais personne pouvait prédire ça. Donc, le plan, par la suite, il doit laisser place aussi à permettre d'utiliser notre expérience. Et ça, mais l'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Donc, Donc, le plan, on va mettre en place des règles et ensuite, on va pouvoir avoir une certaine flexibilité par rapport à ces règles-là pour pouvoir le modifier. Et il faut s'approprier le plan. Donc, si on prend le plan de quelqu'un d'autre, il faut que ça devienne le nôtre. Et ensuite, le plan va nous permettre de savoir est-ce que je sors seulement un certain pourcentage de profit lorsque je prends une perte. Quand je prends un profit, est-ce que je prends 100% du profit? Quand je prends une perte, est-ce que je prends 100% ou seulement une partie? Donc, tout ça, ça fait partie de l'élaboration du plan et ce sont des choses extrêmement importantes à comprendre. Donc, exécuter le plan. Donc, commence par des transactions fictives. Je vous le dis, là, donc ça, c'est la clé. Transactions fictives qui vont nous permettre ensuite de négocier des petites positions par la suite, tranquillement. Donc, on y va lentement. On teste nos stratégies. Par la suite, on y va avec des transactions légèrement plus importantes. Donc, fictives, pas de capital, un peu de position, ensuite des petites positions et ainsi de suite. Ensuite, donc, les clés du succès, constance, confiance, persévérance et s'approprier le plan, comme je l'ai mentionné. Je viens de le mentionner. Maintenant, s'approprier le plan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant de négocier le plan de quelqu'un d'autre, eh bien, ça peut être extrêmement difficile. Ça veut dire qu'il va falloir l'adapter, prendre les principes et non pas des recettes, prendre les principes du plan des autres, parce que écoutez, on voulait faire une recette de Ricardo, c'est parfait,
pouvez l'appliquer à la lettre, mais souvent, on n'a pas tous les ingrédients. Qu'est-ce qu'on fait? On l'adapte. C'est la même chose pour un plan d'investissement. Donc, on va prendre des principes et on va les appliquer. La vérité, elle n'existe pas, vous en conviendrez avec moi. Ensuite, comme je le mentionnais, négociation fictive, prendre de petites positions. Ensuite, il faut être passionné. Donc, la passion, elle est garante de l'effort qu'on va mettre dans notre plan et aussi dans l'acquisition des connaissances qu'on va vouloir aller chercher pour nous aider à poursuivre. Donc, il faut être patient, pas tourner les coins ronds et suivre le plan. Beau temps, mauvais temps. Ça ne veut pas dire se fermer les yeux, mais il faut quand même donner une chance au plan de réussir. Donc, le plan va se modifier. Comment on va faire pour le modifier? Eh bien, je vous dirais que pour améliorer le plan, il ne faut pas que ce soit sur un coup de tête. Donc, par exemple, si on ne suit pas notre plan. Donc, par exemple, on a un stop à 8 on prend une perte. Qu'est-ce qui arrive si je ne la prends pas? Bien, ou si je la prends, trop souvent, on va voir que le marché va avoir rebondi et on se dit, j'aurais pas dû la prendre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, la prochaine fois, on dit, tiens, je ne la prendrai pas, ma perte. Et là, le marché, il se met à baisser. Il continue. On ne peut jamais prévoir ce que le marché va faire, mais quand on a un stop, il faut l'écouter, il faut prendre sa perte. Et pourquoi faut-il le faire? Parce que, regardez, une perte de 5 bien, on a juste besoin de faire un gain de 5,3 pour le combler. 10 on a un gain de 11 Donc, si on a pu perdre 10 on est capable de faire un gain de 11 Mais si on perd 90 de notre position, c'est 900 50 de notre position, il faut faire un gain de 100 C'est pour ça qu'il faut exécuter son stop. Donc, ensuite, le plan va se modifier. Comment va-t-il se modifier? Eh bien, tout simplement parce que les stratégies qui seront perdantes, bien, il va y avoir de moins en moins de capital dedans, puis les stratégies gagnantes vont avoir de plus en plus de capital. Donc, permettez-moi de vous parler de la diversification stratégique très, très rapidement. La diversification stratégique, c'est le fait que dans le marché, on ne peut pas prédire où le marché va aller. Le marché va à la hausse, à la baisse, va-tu faire du surplace? On n'est pas capable d'anticiper ce que le marché va faire. Donc, on peut avoir une approche probabiliste. C'est pour ça que pour moi, c'est important, les probabilités. Donc, de se mettre du côté d'une probabilité de réussite. Et la diversification stratégique, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est de diversifier le type de stratégie, parce qu'on sait tous qu'on peut avoir une diversification géographique dans nos investissements par secteur, etc., mais aussi par stratégie. Stratégie court terme, stratégie plus agressive, spéculative, passive, etc. Donc, ça aussi, ça peut faire partie de nos stratégies. Donc, selon la théorie moderne de portefeuille, donc ce qu'on cherche, c'est toujours obtenir le meilleur rendement en fonction d'un risque donné. Et en fonction de la diversification, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est de réduire les risques, c'est-à-dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il y a différents types de risques qui existent. Il y a le risque spécifique à une entreprise, puis il y a le risque de marché. Donc, le risque spécifique d'une entreprise, c'est le risque lié aux opérations, par exemple, d'une certaine entreprise. Et une entreprise peut faire faillite parce qu'elle a un mauvais modèle d'affaires. Et à ce moment-là, bien, si j'ai mis tous mes œufs dans la même entreprise, eh bien, je risque de perdre 100 Donc, la diversification, c'est-à-dire que je vais prendre un certain nombre d'actions dans différentes compagnies. Et là, je suis plus lié à le fait qu'une entreprise peut faire faillite. J'ai réduit ce risque spécifique-là. On peut le diversifier, mais pas le risque de marché. Le risque de marché, on ne peut pas le diversifier. Donc, on est toujours face à ce risque-là. Et comme on ne peut pas prédire l'avenir, donc ce risque de marché-là, le marché peut monter, peut baisser, etc., peut faire du surplace. Et c'est là qu'on va mettre en place des différentes stratégies qui vont nous permettre justement de couvrir le vaste éventail. Donc, on pourra faire de l'argent quand le marché est stable, on pourra faire de l'argent quand le marché va monter, quand il va baisser. Et à ce moment-là, on peut établir des stratégies à court terme, long terme, stratégies passives, actives, donc selon l'approche valeur, l'approche momentum, des stratégies d'options. Vous voyez? Donc, si on développe différentes stratégies, à ce moment-là, on a différents chapeaux et notre risque il va être réparti et notre rendement également.
Donc, la diversification stratégique, elle n'élimine pas, mais elle va réduire les périodes de perte. Elle permet de maximiser aussi les périodes de gain. Il y a une meilleure probabilité de gain à long terme avec moins de risques. Et donc, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe, c'est-à-dire c'est d'essayer d'aller chercher le meilleur rendement en fonction du risque de perte qu'on prend. Donc, c'est des différentes façons de le mesurer. Donc, un investisseur devrait toujours choisir l'investissement qui offre le meilleur rendement par unité de risque, soit celui qui a le ratio de Sharpe le plus élevé. Donc, en conclusion, pour réussir dans notre investissement, et ça nous prend des principes de base, ça nous prend un plan. Il faut pouvoir exécuter ce plan, c'est-à-dire et se l'approprier, et ensuite à développer une approche probabiliste qui va mettre en place, qui va utiliser la diversification stratégique. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est le 9 mai prochain, où là, on va parler de l'importance d'identifier l'état du marché. Vous allez voir ici, c'est pas de pouvoir prédire où s'en va le marché, c'est plutôt d'identifier dans quel état on est. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rassurant de savoir dans quel état qu'on est que de prédire où on s'en va. Et donc, on va voir ça dans la prochaine séance. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Très intéressant, très instructif. Alors, on peut tous jouer au golf, hein, selon ce que vous avez dit au départ. Certains maîtrisent mieux la technique que d'autres. Ce qui est encourageant, c'est qu'on peut toujours s'améliorer en pratiquant, en s'entourant de bons joueurs et de bons entraîneurs et ou professeurs. Donc, chose certaine, c'est que les options, c'est un outil d'investissement fort intéressant. Alors, en tant que conseiller développement des affaires de Desjardins Courtage en ligne, il me fait plaisir de vous présenter un événement qui aura lieu très prochainement. Donc, un événement qui s'appelle notre tournée éducative qui aura lieu le 13 mai à Montréal, le 27 mai à Saint-Hyacinthe et le 3 juin à Québec. Alors, vous pouvez vous inscrire en consultant notre site Internet sur disnap.com. Alors, le coût est de 25 $ par billet. Tous les fonds ramassés seront remis à la Fondation du Canadien de Montréal pour la cause de l'enfance. Alors, venez écouter nos deux conférenciers chevronnés, soit M. Michel Villa et M. Steve Deschênes, qui se feront un plaisir de répondre à vos questions. Et des membres de l'équipe de Desjardins Courtage en ligne, ils seront présents aussi pour répondre à vos questions. Pour faire suite à Desjardins Courtage en ligne, si vous voulez bien présenter la prochaine acétate, Monsieur Noël. Alors, si vous avez des questions concernant ce que Monsieur Noël a présenté sur les options, c'est le temps de nous poser vos questions dans la section questions et réponses. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. En attendant que vous nous écriviez vos questions, je vais vous présenter les avantages de faire affaire avec Disnap. Alors, bien entendu, les transactions sans commission sur actions et fonds négociés en bourse que vous placez vous-même en ligne. 2 plateformes sont disponibles, Disnap Classic et Disnap Direct. Disnap Classic pour débutants et expérimentés. Disnap Direct plus pour nos investisseurs actifs. Et nous avons aussi une application mobile. Donc, vous êtes toujours connecté, vous pouvez transiger de n'importe où vous êtes et à la prochaine écran. Alors, vous avez aussi accès, un accès privilégié à un centre de recherche de valeurs mobilières Desjardins et de Morningstar. Vous avez aussi des outils d'analyse performants et gratuits et vous avez de la formation comme aujourd'hui sous forme de webinaire. On a aussi des tutoriels qui sont disponibles d'une durée de moins de 5 minutes pour vous montrer comment utiliser la plateforme. Et vous avez aussi le fil d'actualité financière et économique en temps réel où vous pouvez écouter en temps réel Monsieur Steve Deschênes qui fait des commentaires économiques, financiers, boursiers et reprend certaines analyses de Morningstar et les commente. Alors, voilà, ce sont les avantages de faire affaire avec Desjardins Courtage en ligne. Maintenant, pour ceux qui ont un cellulaire, vous pouvez numériser le code questions et réponses qui est devant vous à l'écran
pour répondre à un petit sondage. On est toujours soucieux de connaître vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas, c'est un petit questionnaire en 5 questions, facile à répondre, très courte. Alors, on est toujours très heureux de vous lire et de prendre en considération tous vos bons commentaires. Alors, je regarde encore la section des questions. Je n'ai pas de questions. Oui, j'ai une question. Alors, bonjour. Est-il possible d'avoir la présentation par courriel? Alors, la présentation est disponible seulement sous forme de réécoute dans le fil d'actualité. Alors, si vous avez un compte avec Disnote, vous pouvez vous connecter et vous diriger vers le fil d'actualité. Et sous thème de formation et Desjardins Courtage en ligne, vous allez pouvoir faire la réécoute de cette présentation. J'aimerais ajouter aussi également que la présentation va être disponible si vous allez sur le site lesoptions.com. Vous pouvez vous enregistrer. J'ai la série sur les 3 webinaires vont être regroupés sous un cours et vous aurez aussi également accès au PDF. Donc, vous pourrez avoir accès également de ce côté-là. Alors, il nous reste encore 3 minutes. Vous avez encore un beau gros 3 minutes pour nous poser vos questions. Alors, si on n'a pas d'autres questions, ceci mettrait fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, merci encore une fois à vous, Monsieur Noël. Et pour ceux qui auraient des questions qui seraient demeurées en suspens par la suite, après que le webinaire soit terminé, vous pouvez toujours écrire à infodisnat@desjardins.com et vos questions vous seront acheminées à moi ou directement à moi à andréane.a.huot@desjardins.com. Il va me faire plaisir de vous revenir. Ou vous pouvez contacter notre service à la clientèle au 1-866-873-7103 ou me contacter au 514-985-1881, poste 548-1891. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions ou de les rediriger à la bonne personne pour avoir les bonnes réponses. Alors, merci à tous. On vous souhaite une très bonne après-midi et bonne chance avec vos stratégies.